Ta mère n'a jamais rien réussi, a craché ma propre mère, Bernadette, à mes enfants alors qu'ils étaient assis sur son canapé en velours. C'est la honte de la famille. Ne devenez surtout pas comme elle. Lucas et Inès sont rentrés à la maison ce dimanche après-midi-là avec les yeux rouges et les lèvres tremblantes, me demandant pourquoi grand-mère disait que j'étais une ratée. J'ai serré mes enfants contre moi, essuyant leurs larmes, leur promettant que certaines personnes disent des choses méchantes simplement parce qu'elles sont malheureuses. Puis, une fois qu'ils furent calmés devant un dessin animé, j'ai marché jusqu'à mon bureau, j'ai fermé la porte à double tour, et j'ai composé le numéro de mon notaire, Maître Savary. Ma voix tremblait de rage, mais mes mots étaient précis. La locataire du 24 rue des Vignes? Bernadette? C'est terminé. Son bail ne sera pas renouvelé. Elle a 60 jours pour vider les lieux. Mettez-la dehors. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Avant de plonger dans cette histoire de vengeance familiale qui, je l'espère, vous donnera autant de satisfaction qu'à moi, j'aimerais savoir d'où vous écoutez cette histoire. Êtes-vous à Paris, à Montréal, à Bruxelles ou peut-être ailleurs? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Dites-le moi dans les commentaires, j'adore lire vos réponses. Revenons à ce dimanche fatidique. Laissez-moi vous dire comment je suis devenue la propriétaire de ma mère sans qu'elle ne le sache jamais. Bernadette a toujours été le juge suprême de la dignité dans notre famille. Elle vivait dans une réalité alternative où le nom de famille et les apparences comptaient plus que l'amour ou la vérité. Elle habitait une magnifique maison bourgeoise, une bâtisse en pierre de taille typique de Nantes, héritée de mon grand-père, mais qu'elle n'avait jamais entretenue par elle-même. Elle y organisait des dîners mondains, critiquant les choix de vie de tout le monde avec l'assurance de quelqu'un qui n'a jamais eu à faire de choix difficiles. Moi, Flavie, j'étais sa cible favorite depuis ma naissance. Ou du moins, depuis que j'ai eu l'audace de développer une personnalité différente de celle qu'elle avait imaginée pour moi. Ma sœur aînée, Clémence, était l'enfant doré, la perfection incarnée aux yeux de notre mère. Clémence a suivi la voie royale, école privée, cours de piano, école de pharmacie, mariage avec un homme issu d'une bonne famille. Moi, j'étais l'anomalie. L'artiste. La rebelle. Celle qui préférait courir dans la boue avec un appareil photo jetable plutôt que d'apprendre à servir le thé correctement. Ce dimanche-là, quand Lucas, mon fils de 11 ans, m'a tendu son téléphone, j'ai senti mon estomac se nouer. Il avait enregistré la conversation, un réflexe que je ne lui avais pas appris mais qu'il avait sans doute développé par instinct de survie face à cette grand-mère toxique. J'ai appuyé sur lecture. La voix de ma mère a rempli ma cuisine moderne, cette cuisine que j'avais payée avec mon propre argent, fruit de mon travail acharné. Regardez votre mère, disait la voix enregistrée de Bernadette, dégoulinante de mépris. Elle se croit artiste, mais elle n'est qu'une photographe de bas étage. Elle n'a pas de vrai métier. Elle n'a pas de statut. Si vous ne travaillez pas bien à l'école, vous finirez comme elle, à compter les centimes et à vivre dans la médiocrité. J'ai entendu la petite voix d'Inès, 9 ans, demander timidement « Mais maman gagne des prix, mamie ?» Des prix, a ricané Bernadette. Des babioles pour les ratés qui ont besoin de se sentir importants. Ta mère est une honte pour cette famille. Heureusement que votre tante Clémence est là pour relever le niveau. J'ai éteint le téléphone. Le silence dans ma cuisine était assourdissant. Pendant des années, j'avais toléré son mépris. J'avais accepté d'être le mouton noir, la blague des repas de famille, la pauvre petite Flavie, qui n'avait pas réussi sa vie. J'avais accepté tout cela pour maintenir un semblant de paix, pour que mes enfants aient une grand-mère. Mais ce jour-là, elle avait franchi la ligne rouge. Elle ne s'attaquait plus seulement à moi. Elle s'attaquait à mes enfants. Elle essayait de leur transmettre son poison, de leur apprendre à avoir honte de leur propre mère. Je me suis levée. J'ai regardé par la fenêtre de mon salon, qui donnait sur un jardin parfaitement entretenu. Je n'étais pas une ratée. J'étais une survivante. Et ce que Bernadette ignorait, ce que personne dans cette maudite famille ne savait, c'est que la maison où elle trônait comme une reine, cette maison du 24 rue des Vignes dont elle était si fière, elle ne lui appartenait plus depuis 8 ans. Elle m'appartenait. À moi. La ratée. Et il était temps qu'elle l'apprenne. Pour comprendre pourquoi j'en suis arrivée là, il faut remonter le temps. Il faut que vous compreniez l'architecture de mon enfance, construite sur des fondations d'injustice et de favoritisme flagrant. Mon père est mort quand j'avais 15 ans. C'était un homme doux, effacé,
le seul qui me regardait parfois avec une lueur de fierté quand je lui montrais mes croquis. Après sa mort, le règne de terreur de Bernadette a commencé sans filtre. La dynamique était claire, Clémence était la princesse et j'étais la servante. Ce n'est pas une hyperbole. Littéralement, quand nous rentrions de l'école, Clémence allait faire ses devoirs ou pratiquer ses gammes au piano dans le salon chauffé. Moi, je devais éplucher les légumes, repasser le linge de maison et nettoyer l'argenterie. Ça te préparera à ton avenir, disait ma mère avec un petit sourire en coin. Puisque tu n'es pas assez intelligente pour faire de longues études, il faut bien que tu apprennes à servir les autres. Je me souviens d'un Noël en particulier. J'avais 17 ans. Sous le sapin, il y avait une montagne de cadeaux emballés dans du papier doré pour Clémence, des vêtements de marque, un nouveau portable, des bijoux. Pour moi, il y avait un petit paquet. Je l'ai ouvert avec un espoir stupide qui refusait de mourir. C'était un livre. Pas un roman, ni un livre d'art. C'était un manuel intitulé « Guide des carrières manuelles et techniques ». C'est pour ton bien, a déclaré Bernadette en sirotant son champagne. Il faut être réaliste, Flavie. Tu n'iras jamais à l'université. Autant commencer à chercher un apprentissage en coiffure ou en ménage. Clémence a ri. Ce rire cristallin, cruel, qui me hante encore parfois. Oh maman, tu es trop dure. Elle pourrait peut-être devenir caissière? J'ai encaissé. Comme toujours. J'ai ravalé mes larmes, j'ai remercié pour le livre et je suis montée dans ma chambre. Mais cette nuit-là, quelque chose s'est brisé en moi. Ou peut-être que quelque chose s'est forgé. Une volonté d'acier. Une promesse silencieuse que je me suis faite à moi-même en regardant le plafond fissuré de ma chambre. Un jour, je vous achèterai tous. Un jour, c'est vous qui aurez besoin de moi. L'année suivante, j'ai passé le concours d'entrée pour une école de photographie prestigieuse à Paris. J'avais préparé mon dossier en secret, travaillant la nuit, utilisant le vieil appareil argentique de mon père. Quand j'ai reçu la lettre d'admission, j'ai couru l'annoncer à ma mère, pensant naïvement qu'elle serait enfin fière. Qu'elle verrait enfin ma valeur. Elle a lu la lettre, l'a posée sur la table de la cuisine comme si c'était un torchon sale, et m'a regardé droit dans les yeux. De la photographie? C'est une blague? Je ne paierai pas un centime pour ces bêtises. Si tu crois que je vais gaspiller l'argent de l'héritage pour que tu puisses jouer à l'artiste bohème, tu te trompes lourdement. Cet argent est réservé pour l'avenir de Clémence. Elle va faire médecine. C'est sérieux, ça. Mais maman, c'est mon rêve. Ai-je murmuré. Tes rêves ne paient pas les factures, Flavie. Si tu veux partir faire tes gribouillages à Paris, vas-y. Mais si tu passes cette porte, tu ne reçois plus rien de moi. Pas un sou. Pas une aide. Tu seras morte pour moi jusqu'à ce que tu reviennes en rampant pour admettre que j'avais raison. J'ai fait ma valise ce soir-là. Je n'ai pris que quelques vêtements, l'appareil photo de mon père, et le peu d'argent que j'avais économisé en faisant du babysitting. Je suis partie sans me retourner, sous le regard indifférent de ma mère et de ma sœur qui regardaient la télévision. J'avais 18 ans. J'étais seule, terrifiée et sans ressources. Mais j'étais libre. Et cette liberté avait un goût métallique de sang et de larmes, mais c'était le mien. Je ne savais pas encore que ce départ marquerait le début d'une ascension que ma mère n'aurait jamais pu imaginer, même dans ses pires cauchemars. Les premières années à Paris furent un enfer pavé de nuits instantanées et de nuits blanches. Pour payer mes études, je cumulais 3 boulots. Le matin, je distribuais des journaux gratuits à la sortie du métro. La journée, j'étais en cours ou en studio. Le soir, je servais dans un bistrot jusqu'à 2 heures du matin. Je dormais 4 heures par nuit dans une chambre de bonne de 9 mètres carrés au 6e étage sans ascenseur, avec les toilettes sur le palier. Pendant ce temps, Clémence vivait la belle vie à Nantes, ses études et son appartement payés intégralement par maman. Je voyais leurs photos sur Facebook, des vacances à Nice, des dîners au restaurant, des nouvelles tenues. De moi, elle ne demandait jamais de nouvelles. Les rares fois où j'appelais pour Noël, la conversation durait 3 minutes. « Tu as trouvé un vrai travail ?» demandait ma mère. « Je travaille sur un projet éditorial pour un magazine. »« Donc tu es toujours au chômage. » Bref, Clémence a eu son diplôme avec mention. Et elle raccrochait. Ce qu'elles ignoraient, c'est que la rage est un carburant très efficace.
J'ai transformé chaque insulte, chaque moment de solitude, en ambition pure. J'ai commencé à me faire un nom. D'abord petit. Puis, j'ai décroché des contrats pour des campagnes publicitaires. Mais le véritable tournant ne fut pas la photographie. C'était l'immobilier. Un jour, lors d'un shooting pour un architecte, j'ai discuté avec un investisseur immobilier. Il m'a expliqué le concept de l'achat-rénovation. J'ai écouté, fasciné. J'avais l'œil pour le potentiel, pour la lumière, pour les espaces. J'ai économisé chaque euro. Je vivais comme une moine, ne dépensant rien en loisirs. À 24 ans, j'ai acheté mon premier studio délabré en banlieue. Je l'ai rénové moi-même, peignant les murs la nuit, posant le parquet le week-end. Je l'ai revendu 6 mois plus tard avec une plus-value de 30 000 euros. C'était le début. J'ai réinvesti. Encore et encore. J'ai découvert que j'avais un don pour dénicher des perles rares, des biens que personne ne voulait, et pour les transformer en or. Pendant que Clémence dépensait l'argent de la famille en apparence, je construisais un empire en silence. À 30 ans, je possédais déjà 8 appartements à Nantes et à Rennes. Tous loués. Tous générant des revenus passifs qui dépassaient largement le salaire de pharmacienne de ma sœur. Mais je n'ai rien dit. Pas un mot. Pourquoi ? C'est une excellente question. Si votre famille vous avait traité comme un déchet toute votre vie, auriez-vous couru leur raconter votre succès ? Ou auriez-vous gardé ce secret comme une armure, une protection contre leur jalousie toxique ? Dites-moi ce que vous auriez fait dans les commentaires, je suis curieuse de savoir si je suis la seule à avoir choisi le silence. Je savais instinctivement que si je leur disais la vérité, tout changerait. Elles ne m'aimeraient pas plus. Elles aimeraient mon argent. Maman exigerait que je rembourse tout ce qu'elle avait fait pour moi, ce qui était ironique vu qu'elle n'avait rien fait. Clémence se sentirait menacée et deviendrait encore plus vicieuse. Alors, j'ai joué le jeu. Quand je rentrais pour les fêtes obligatoires, je louais une petite voiture bas de gamme. Je portais des vêtements simples, sans marque apparente. Je laissais ma mère se plaindre de ma vie de bohème. Toujours avec ton appareil photo, soupirait-elle. Tu arrives au moins à payer ton loyer ? Ça va, je me débrouille, répondais-je avec un petit sourire timide. Heureusement que tu n'as pas d'enfants, tu ne pourrais pas les nourrir, ajoutait Clémence en berçant son premier-né. J'acceptais leur pique avec une sérénité nouvelle. Car dans mon sac à main, caché sous mes paquets de mouchoirs, il y avait mon téléphone avec mes applications bancaires. Je pouvais voir les chiffres. Je savais que je pouvais acheter leur maison 2 fois. Cette connaissance était ma vengeance secrète. Je les regardais parader, ignorantes et arrogantes, et je me sentais puissante. Mais je ne savais pas encore à quel point cette puissance allait bientôt être mise à l'épreuve. Car le destin, ou plutôt la gestion financière catastrophique de ma mère, allait bientôt nous précipiter les unes contre les autres. Il y a 8 ans, le château de cartes de ma mère s'est effondré. Mon père avait laissé une assurance vie confortable, mais Bernadette l'avait brûlée par les 2 bouts. Voyage en première classe, rénovation cosmétique inutile, don généreux à Clémence et à son mari, Arnaud, qui avait toujours des projets d'affaires révolutionnaires qui finissaient toujours en faillite. Bernadette vivait bien au-dessus de ses moyens, refusant d'admettre que sans le salaire de mon père, elle n'était qu'une retraitée avec une petite pension. Elle a commencé à vivre à crédit. Des crédits à la consommation, des hypothèques rechargeables. Elle a refinancé la maison familiale du 24 rue des Vignes, encore et encore, jusqu'à ce que la dette dépasse la valeur de la maison. La banque a fini par dire stop. La procédure de saisie immobilière a été lancée. Bien sûr, elle n'a rien dit à personne. La honte était trop grande. Elle, Bernadette, la grande dame de la société nantaise, mise à la porte comme une vulgaire mauvaise payeuse ? Impossible. Elle a caché les lettres recommandées, ignoré les appels des huissiers. C'est mon réseau qui m'a sauvée. Ou plutôt, qui l'a sauvée. Je reçois régulièrement des listes de biens saisis avant qu'ils ne soient mis aux enchères publiques. Un matin, en buvant mon café, j'ai vu l'adresse. 24 rue des Vignes. Mon cœur a raté un battement. La maison de mon enfance. La maison où j'avais tant souffert, mais aussi la seule maison que je connaissais. J'ai mené l'enquête discrètement. La situation était critique. La vente aux enchères allait avoir lieu dans 2 semaines. Ma mère allait se retrouver à la rue.
Clémence et Arnaud, eux-mêmes criblés de dettes personnelles, ne pouvaient rien faire. J'ai été confrontée à un dilemme moral atroce. Je pouvais laisser faire. Laisser le karma frapper. Laisser ma mère subir les conséquences de sa vanité et de sa méchanceté. Elle l'avait mérité, n'est-ce pas? Mais, c'était ma mère. Malgré tout. Et je ne voulais pas voir la maison de mon père vendue à des inconnus qui la raseraient probablement pour faire des appartements. Alors, j'ai monté un plan. J'ai créé une SCI, Société Civile Immobilière, au nom neutre SCI L'Envol. J'ai mandaté Maître Savary pour qu'il agisse comme mon représentant, avec des instructions strictes de ne jamais révéler mon nom. Maître Savary a contacté la banque et a racheté la dette in extremis. Puis, il a contacté ma mère. Je n'étais pas là, mais il m'a raconté la scène. Bernadette était en pleurs, entourée de cartons, prête à fuir. Quand il lui a annoncé qu'un groupe d'investisseurs privés avait racheté la maison et souhaitait lui proposer un bail de location à vie pour qu'elle puisse rester sur place, elle a failli s'évanouir de soulagement. Ils ont vu la valeur historique de la maison, a-t-elle déclaré plus tard à Clémence, retrouvant instantanément son arrogance. Ils ont besoin de quelqu'un de mon standing pour l'entretenir. C'est un arrangement tout à fait honorable. Elle s'est convaincue qu'elle rendait service aux propriétaires. Elle ne s'est jamais posé la question du prix. J'avais fixé le loyer à 500 € par mois. Une somme dérisoire pour une maison de 200 mètres carrés en plein centre-ville, qui valait au moins 2500 € de loyer sur le marché. C'était de la charité pure. C'était mon argent qui comblait la différence chaque mois. Ainsi, je suis devenue la propriétaire de ma mère. J'ai sauvé son toit, sa réputation et son ego. Et en échange, j'ai reçu 8 années supplémentaires de mépris. Pendant 8 ans, j'ai vécu dans une ironie si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Chaque mois, je voyais le virement de 500 € de ma mère apparaître sur le compte de la SCI. Souvent en retard. Parfois, elle oubliait de payer pendant 2 mois, prétextant des dépenses imprévues. Maître Savary lui envoyait des rappels polis, et je lui donnais toujours l'ordre de ne pas appliquer les pénalités de retard. J'étais une propriétaire trop indulgente, motivée par une culpabilité filiale mal placée. Mais le pire, c'était les visites. Maintenant que j'avais des enfants, Lucas et Inès, je me sentais obligée de venir les voir quelques fois par an. À chaque visite, Bernadette jouait à la châtelaine. « Ah, Flavie, fais attention en garant ta voiture poubelle, n'aurais pas le portail », me lançait-elle dès mon arrivée. Les propriétaires sont très exigeants sur l'entretien des extérieurs. Je ne veux pas d'ennui à cause de ta négligence. Je serrais les dents. Oui, maman. Si tu savais que c'est moi qui paie le jardinier, pensais-je. Une fois, il y a 3 ans, la chaudière est tombée en panne en plein hiver. Ma mère m'a appelée, furieuse. Non pas pour me demander de l'aide en tant que propriétaire, mais pour me commander comme une larbine. Flavie, tu t'y connais en bricolage avec tes trucs manuels, non? Viens voir la chaudière. Je n'arrive pas à joindre le gestionnaire et il fait froid. J'ai fait 2 heures de route. Je suis descendue à la cave. J'ai réparé la veilleuse qui s'était éteinte. Je suis remontée, couverte de poussière. Bernadette buvait du thé avec Clémence dans le salon. Elle ne m'a même pas proposé une tasse. C'est bon? Enfin. Tu vois, je t'avais dit que tu avais des mains de travailleuse. C'est bien, ça te fait faire des économies de plombier. Clémence a ajouté, c'est vrai que c'est pratique d'avoir quelqu'un de manuel dans la famille, même si c'est un peu salissant. J'ai regardé mes mains noires de suie. J'ai regardé cette maison que je payais, chauffais et entretenais pour qu'elle puisse s'y asseoir au chaud et m'insulter. J'ai eu envie de hurler, c'est ma maison. Sortez. Mais je ne l'ai pas fait. Je me disais que je le faisais pour la mémoire de papa. Je me disais que j'étais la personne la plus forte, la plus mature. Je prenais une sorte de plaisir pervers à savoir quelque chose qu'elles ignoraient. C'était mon petit secret, ma revanche silencieuse. Tant qu'elles s'en prenaient à moi, je pouvais encaisser. J'avais l'habitude. Mon armure était solide. Mais je n'avais pas prévu qu'elle changerait de cible. Je n'avais pas prévu qu'en grandissant, mes enfants deviendraient les nouvelles victimes de la toxicité de Bernadette. Lucas et Inès n'étaient pas comme les enfants de Clémence. Ils étaient vifs, curieux, un peu bruyants, créatifs. Ils me ressemblaient.
Et pour Bernadette, c'était un crime impardonnable. Tout a basculé ce dimanche. Quand elle a dit à mon fils que sa mère était une ratée, elle a brisé le contrat tacite que j'avais avec moi-même. J'avais accepté d'être humiliée pour leur offrir un toit. Mais je ne paierais pas pour qu'on humilie mes enfants. La charité a ses limites et la mienne venait d'exploser en 1000 morceaux. Ce soir-là, après avoir raccroché avec Maître Savary, je me suis sentie étrangement calme. Plus de tremblements. Juste une froide détermination. J'allais cesser d'être la fille. J'allais devenir ce qu'elle redoutait le plus, la patronne. Mais maman, m'a demandé Lucas en me voyant sourire bizarrement, pourquoi tu n'es plus triste? J'ai caressé ses cheveux. Parce que je viens de réaliser que j'ai les clés du château, mon chéri. Et il est temps de changer les serrures. 3 jours plus tard, la lettre recommandée avec accusé de réception est arrivée au 24 rue des Vignes. Une enveloppe bleue, épaisse, portant le sceau officiel de l'étude notariale. Maître Savary avait suivi mes instructions à la lettre. Le courrier était froid, factuel et juridiquement inattaquable. Madame, par la présente, la SCI L'Envol vous informe de sa décision de ne pas renouveler votre bail de location arrivant à échéance le 30 juin. Conformément à la loi, vous disposez d'un préavis de congé. Le propriétaire souhaite reprendre le bien pour usage personnel. Vous êtes prié de libérer les lieux et de rendre les clés au plus tard à cette date. Je n'étais pas là quand elle l'a reçu, mais j'ai su l'instant exact où elle l'a lu. Mon téléphone a sonné. Ce n'était pas ma mère. C'était Clémence. Bien sûr. Bernadette était trop paniquée pour gérer une crise, elle déléguait toujours à son enfant doré. Flavie, a hurlé Clémence sans même dire bonjour. C'est une catastrophe. Maman vient de recevoir une lettre d'expulsion. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur et j'ai continué à retoucher des photos sur mon ordinateur. Ah bon? Ai-je répondu d'une voix neutre. Qu'est-ce qui se passe? Ces salauds de propriétaires. Ils la mettent dehors. Après 8 ans de loyaux services. C'est inhumain. Maman est en état de choc, elle fait de l'hyperventilation. Il faut que tu viennes tout de suite. Je ne peux pas, je travaille, ai-je dit. Il y a eu un silence stupéfait à l'autre bout du fil. Tu travailles? Mais on s'en fout de tes petites photos. Maman va perdre la maison. Elle ne sait pas où aller. Et toi, ai-je demandé. Tu ne peux pas l'héberger? Tu as une grande maison avec 5 chambres, non? Clémence a bafouillé. Non, c'est compliqué en ce moment. Arnaud a besoin de son bureau, et les enfants, enfin, tu sais bien que maman a besoin de son espace. Et puis, on ne peut pas la laisser perdre la maison de famille. Il faut faire quelque chose. Tu dois venir l'aider à faire des cartons ou à trouver une solution. Tu as du temps libre, toi. J'ai failli rire. Même face au désastre, leur réflexe était de m'utiliser comme main-d'œuvre gratuite tout en m'insultant. Je suis désolée, Clémence. Je ne peux rien faire. Si le propriétaire veut récupérer sa maison, c'est son droit. Maman a eu 8 ans de chance. Peut-être qu'il est temps qu'elle trouve quelque chose de plus, adapté à ses moyens. Tu es un monstre, a craché Clémence. Un monstre égoïste et jaloux. Tu es contente, hein? Tu as toujours été jalouse de cette maison parce que tu savais que tu n'en aurais jamais une pareille. J'ai raccroché. Jalouse? Si seulement elle savait. Les semaines suivantes ont été un ballet tragicomique. Ma mère a essayé de jouer de ses relations. Elle a appelé le maire, le curé, ses amis du bridge. Mais personne ne pouvait rien faire contre un propriétaire privé qui respecte la loi. Elle était terrifiée. Non pas de se retrouver à la rue, elle savait qu'elle trouverait bien un toit, mais de la honte sociale. Devoir avouer qu'elle était expulsée. Devoir déménager dans plus petit. Devoir descendre de son piédestal. C'est là qu'elle a pris une décision qui défiait toute logique, une décision dictée par son orgueil démesuré. Son anniversaire approchait. Ses 66 ans. Au lieu d'économiser pour son déménagement, au lieu de faire ses cartons, elle a décidé d'organiser une dernière grande réception. Un dîner d'adieu qu'elle maquillait en fête d'anniversaire, pour montrer au monde qu'elle partait la tête haute, par choix, et non par contrainte. Elle a envoyé les invitations.
carton gravé, traiteur de luxe. Elle dépensait l'argent qu'elle n'avait pas. Et bien sûr, j'étais invitée. Pas par amour, mais parce qu'elle avait besoin de quelqu'un pour prendre les photos de l'événement gratuitement. Viens avec ton appareil, m'a-t-elle laissé sur mon répondeur. Et habille-toi correctement pour une fois. Il y aura du beau monde. J'ai écouté le message. J'ai regardé le calendrier. La fête était prévue 2 semaines avant la date limite de l'expulsion. C'était parfait. Le décor était planté pour la scène finale. Le soir de la fête, je me suis préparée comme si j'allais au combat. Pour la première fois de ma vie, j'ai laissé tomber le masque de la pauvre Flavie. Je suis allée chez le coiffeur. J'ai mis une robe en soie bleu nuit, parfaitement coupée, que j'avais achetée à Milan lors d'un voyage d'affaires. J'ai mis mes vrais bijoux, ceux que je gardais au coffre. Et j'ai pris mon sac à main de créateur, celui qui coûtait plus cher que la voiture de Clémence. J'ai dit à Lucas et Inès, ce soir, on va chez grand-mère. Mais on ne reste pas longtemps. Et quoi qu'il arrive, rappelez-vous que je vous aime et que personne n'a le droit de vous dire qui vous êtes. Quand nous sommes arrivés au 24 rue des Vignes, la maison brillait de mille feux. Il y avait des fleurs partout, du champagne, des petits fours. Une trentaine de personnes, la crème de la bourgeoisie locale et surtout les plus gros commères de la ville, étaient réunies dans le grand salon. L'entrée de Flavie l'a raté à jeter un froid. Ma mère m'a regardé de haut en bas, son verre à la main. J'ai vu la confusion dans ses yeux. Elle ne reconnaissait pas cette femme élégante qui se tenait devant elle avec assurance. « Tiens », a-t-elle dit, sa voix un peu trop aiguë. « Tu as fait un effort. C'est surprenant. Tu as loué cette robe ? » « Bonsoir, maman », ai-je répondu calmement en lui faisant la bise, sentant son parfum capiteux qui me donnait autrefois la nausée. « Non, elle est à moi. »« Joyeux anniversaire. » Je lui ai tendu une petite boîte de chocolat, je n'allais pas gaspiller plus d'argent pour un cadeau, et je me suis dirigée vers le bar. Clémence m'a intercepté, les yeux rivés sur mon sac. « C'est un faux ?» a-t-elle chuchoté agressivement. « Tu sais que c'est illégal de porter des contrefaçons ?» J'ai souri, un sourire de requin. « C'est un vrai, Clémence. »« Et toi, ton collier ? C'est du zirconium ?» Elle a rougi violemment et a tourné les talons. La soirée s'est déroulée dans une atmosphère étrange. Tout le monde savait que Bernadette devait partir, mais personne n'osait en parler ouvertement. C'était l'éléphant dans la pièce. Ma mère passait de groupe en groupe, racontant une histoire fabriquée de toutes pièces. « Oh, j'ai décidé de partir, vous savez. Cette maison est devenue trop grande pour moi seule. Et puis, les propriétaires veulent faire des travaux majeurs, ils m'ont supplié de libérer les lieux pour préserver le patrimoine. J'ai accepté par bonté d'âme. » Quel mensonge pathétique. J'écoutais, sirotant mon eau minérale, observant ce théâtre de l'absurde. Elle était au bord du précipice, mais elle continuait à danser. Le moment fatidique est arrivé au moment du dessert. Ma mère a tapoté sur son verre avec une cuillère en argent pour demander le silence. Elle s'est levée, théâtrale, un verre de champagne à la main. « Mes chers amis, ma chère famille », a-t-elle commencé, la voix tremblante d'émotion feinte. « Merci d'être là pour célébrer non seulement mon anniversaire, mais aussi la fin d'une époque dans cette merveilleuse demeure. J'y ai élevé mes filles, j'y ai vécu mes plus belles années. Je parle à tête haute, fière de ce que j'ai accompli. » Elle a marqué une pause, laissant les applaudissements polis remplir la pièce. Puis, son regard s'est posé sur moi. La vieille habitude est revenue au galop. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. Elle avait besoin d'un bouc émissaire pour se sentir supérieure, surtout maintenant qu'elle se sentait vulnérable. « Je suis fière, » a continué Bernadette, « d'avoir transmis mes valeurs à ma famille. À ma fille Clémence, qui est une pharmacienne respectée, une épouse dévouée et une mère modèle. Elle incarne la réussite et la stabilité que j'ai toujours prônées. » Clémence a rayonné, lançant un regard victorieux vers moi. Quant à Flavie, le ton de ma mère a changé, devenant condescendant, mielleux, comme si elle parlait d'un animal domestique un peu idiot. Eh bien, Flavie suit son propre chemin, n'est-ce pas? Même si ce chemin est sinueux et incertain. On s'inquiète pour elle, bien sûr. On se demande ce qu'elle deviendra quand elle ne pourra plus jouer avec son appareil photo. Mais bon, il faut de tout pour faire un monde.
Il faut bien des gens pour observer ceux qui réussissent. Quelques rires étouffés ont parcouru la salle. J'ai vu Lucas serrer les poings sur ses genoux. Inès a baissé la tête. Clémence a cru bon d'en rajouter une couche, grisée par l'alcool et l'approbation maternelle. C'est vrai, maman. On espère juste que Flavie pourra trouver un petit appartement HLM quand elle sera vieille, parce qu'elle n'aura certainement pas de retraite. Enfin, heureusement que la maison est vendue, comme ça on n'aura plus à s'inquiéter de l'entretien. Maman va pouvoir se reposer. Puis, ma mère a porté le coup de grâce. Elle a regardé mes enfants. Et j'espère que mes petits-enfants, Lucas et Inès, prendront exemple sur leur tante Clémence et non sur leur mère. L'école est importante, les enfants. Ne gâchez pas votre vie à courir après des rêves stupides. La vie est dure pour ceux qui n'ont rien. Le silence s'est fait. C'était la phrase de trop. La même phrase que dimanche dernier. Elle n'avait rien appris. Elle ne s'arrêterait jamais. Sauf si je l'arrêtais. J'ai posé mon verre sur la nappe blanche. Le bruit s'aura semblé résonner comme un coup de tonnerre. Je me suis levée lentement. J'ai lissé ma robe en soie. J'ai pris mon sac à main, je l'ai ouvert, et j'en ai sorti une chemise cartonnée bleu roi. Flavie, assieds-toi, a sifflé Clémence. Ne fais pas de scène. J'ai ignoré ma sœur. J'ai regardé ma mère droit dans les yeux. Tu as raison, maman, ai-je dit, ma voix claire et ferme portant jusqu'au fond de la salle. La vie est très dure pour ceux qui n'ont rien. Surtout quand ils prétendent tout avoir. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es ivre, a demandé ma mère, nerveuse. Tu parles de réussite, maman. Tu parles de stabilité. Tu humilies ma carrière et mes choix devant tout le monde, comme tu le fais depuis 30 ans. Mais il y a un détail que tu as oublié de mentionner dans ton beau discours. J'ai marché jusqu'au bout de la table où elle était assise. J'ai jeté la chemise cartonnée devant elle. Elle a glissé sur la nappe et a renversé une flûte de champagne. Tu as oublié de dire à tes invités qui est le propriétaire qui te met à la porte. Je ne sais pas qui c'est, a bégayé Bernadette. C'est une société, une SCI. Oui. La SCI L'Envol, ai-je confirmé. Tu sais ce que ça veut dire, l'envol? C'est le nom que j'ai choisi quand je suis partie de cette maison à 18 ans avec rien d'autre que mon courage. Un murmure a parcouru l'assemblée. Ma mère est devenue livide. Ouvre le dossier, maman, ai-je ordonné. Ses mains tremblaient tellement qu'elle n'arrivait pas à saisir le carton. C'est Clémence qui l'a arraché et l'a ouvert brutalement. Elle a sorti l'acte de propriété. Ses yeux se sont écarquillés comme des soucoupes. Elle a lu, ses lèvres bougeant sans émettre de son, puis elle a relevé la tête vers moi, l'air horrifié. C'est ton nom, a-t-elle chuchoté. Flavie. Gérante et associée unique. Quoi? A crié ma mère. Donne-moi ça. Elle a saisi le papier. Elle a lu. Elle a relu. Il y a 8 ans, ai-je annoncé à la salle entière, savourant chaque mot, quand la banque a saisi cette maison parce que ma mère avait dépensé tout l'héritage de papa et vivait à crédit, j'ai racheté la dette. J'ai racheté la maison. Moi. La ratée. La photographe sans avenir. C'est impossible, a balbutié ma mère. Tu n'as pas d'argent. Tu roules dans une poubelle. Je roule dans une vieille voiture parce que je n'ai pas besoin de prouver ma valeur avec de la tôle, contrairement à toi, ai-je rétorqué. J'ai payé cette maison 550 000 euros. Cash. Et depuis 8 ans, maman, tu me paies un loyer de 500 euros. Sais-tu combien vaut le loyer réel ici? 2500 euros. Chaque mois, je t'ai fait cadeau de 2000 euros. Chaque mois, pendant 8 ans, la fille que tu traites de ratée a subventionné ton train de vie pour que tu puisses continuer à jouer à la grande dame. La salle était pétrifiée. On aurait pu entendre une mouche voler. Les visages des invités passaient de la surprise à la gêne, puis à une sorte de fascination morbide. Il assistait à une exécution publique. Tu m'as menti, a hurlé Bernadette, essayant de retourner la situation. Elle s'est levée, renversant sa chaise. Tu m'as trompé. Tu m'as laissé croire que c'était des investisseurs. Tu t'es moqué de ta propre mère.
Je t'ai protégé, ai-je crié en retour, laissant enfin ma colère exploser. Je t'ai protégé de la honte. Personne ne savait que tu avais fait faillite. J'ai gardé ton secret. J'ai accepté tes retards de loyer. J'ai accepté de venir réparer ta chaudière comme une ouvrière pendant que tu me regardais de haut. J'ai tout accepté parce que tu es ma mère et que je voulais que tu aies un toit. Je me suis penchée vers elle, mes mains appuyées sur la table. Mais tu as commis une erreur fatale, maman. Tu t'en es prise à Lucas et Inès. Tu leur as dit que j'étais une moins que rien. Tu as essayé de briser leur estime d'eux-mêmes comme tu as brisé la mienne. Et ça, je ne le pardonne pas. J'ai pointé le dossier du doigt. C'est fini. La charité est terminée. Je reprends ma maison. Tu as jusqu'au 30 juin. Et cette fois, il n'y aura pas de délai de grâce. Pas d'oubli de paiement. Tu pars. Clémence s'est levée, rouge de colère. Tu ne peux pas faire ça. C'est notre maison d'enfance. Maman est âgée. Où veux-tu qu'elle aille? Tu es riche, apparemment, alors pourquoi tu es si méchante? J'ai ri, un rire sans joie. Riche? C'est drôle, il y a 5 minutes, j'étais une clocharde sans retraite. Je ne suis pas méchante, Clémence. Je suis juste. Maman a une pension. Elle peut louer un petit T2 en ville. C'est ce qu'elle peut se permettre. C'est la réalité. Bienvenue dans le monde réel. J'ai pris la main de Lucas et celle d'Inès. Ils me regardaient avec des yeux ronds, remplis d'une nouvelle admiration. Ils avaient vu leur mère se transformer de victime en guerrière. On s'en va, ai-je dit. Bonne fin de soirée à tous. Profitez du champagne. C'est moi qui l'ai payé, indirectement, de toute façon. Nous sommes sortis sous le regard médusé de toute la famille. En claquant la lourde porte en chêne du 24 rue des Vignes, j'ai senti un poids immense quitter mes épaules. J'avais l'impression de respirer pour la première fois depuis 20 ans. La sortie de la maison a été comme une scène de film. Le silence de la nuit nantaise contrastait avec le chaos que je venais de laisser derrière moi. Dans la voiture, Lucas m'a regardé dans le rétroviseur. « Maman ?» a-t-il demandé doucement. « C'est vrai ? La maison est à toi ? » « Oui, mon chéri. »« Alors, tu n'es pas une ratée ? » ?»« Non, Lucas. Je ne suis pas une ratée. Et toi non plus. Ne laisse jamais personne te dire ça. » Dans les jours qui ont suivi, mon téléphone n'a cessé de sonner. Le Flying Monkey Brigade, la brigade des singes volants, était en action. Des tantes que je n'avais pas vues depuis 10 ans m'appelaient pour me faire la morale. Flavie, voyons, on ne met pas sa mère à la porte. Elle est vieille, elle a ses habitudes. Sois la plus intelligente. Tu as de l'argent maintenant, tu devrais être généreuse. À chacun, je répondais la même chose, calmement. Si vous êtes si inquiet pour elle, je vous invite à l'héberger chez vous. Je peux vous envoyer son dossier de location. Étrangement, personne n'a accepté l'offre. La générosité est toujours plus facile avec l'argent des autres. Ma mère est passée par toutes les phases du deuil. D'abord le déni, elle ne le fera pas, elle bluffe. Puis la colère, fille ingrate. Puis le marchandage. Elle a essayé de m'envoyer Clémence pour négocier. Clémence est venue chez moi, dans ma vraie maison, que je ne cachais plus. Elle a été choquée de voir mon niveau de vie. Écoute Flavie, a-t-elle commencé, le ton mielleux. Maman est désolée. Elle a peut-être été un peu dure. Mais si tu la laisses rester, elle promet d'être plus gentille. Et puis, Arnaud a des soucis d'argent en ce moment, on ne peut vraiment pas l'aider. Si tu la mets dehors, ça va faire scandale. J'ai regardé ma sœur, cette femme qui m'avait marché dessus toute ma vie pour se sentir grande. Clémence, le scandale, c'est d'avoir vécu 8 ans au crochet de celle que vous méprisiez. C'est fini. Maman a reçu la liste des appartements HLM disponibles de la part de l'assistant social que j'ai contacté pour elle. Elle doit choisir. Si elle ne part pas le 30 juin, je ferai venir un huissier pour l'expulser. Je ne plaisante pas, Clémence est repartie bredouille, furieuse, mais impuissante. Le pouvoir avait changé de camp. Je n'étais plus la petite sœur qu'on pouvait intimider.
J'étais celle qui tenait les cordons de la bourse et les actes notariés. Le 30 juin, Bernadette a quitté la maison. Elle n'a pas fait le ménage en partant. Elle a laissé des ordures, des murs griffés, et une dernière lettre sur la table de la cuisine, pleine de venin, me maudissant jusqu'à la 13e génération. Mais elle est partie. Bernadette vit maintenant dans un 2 pièces dans une résidence pour seniors en banlieue. C'est propre, c'est décent, mais ce n'est pas le château de la rue des Vignes. Elle n'a plus de salon pour recevoir ses amies bourgeoises. Sa cour a disparu en même temps que son adresse prestigieuse. Elle est devenue une vieille dame aigrie, seule, qui raconte à qui veut l'entendre que sa fille cruelle a spolié de son héritage. Mais peu de gens l'écoutent. La vérité a fini par se savoir en ville, elle était ruinée depuis longtemps et vivait sur ma charité. Quant à Clémence, le karma n'a pas tardé à frapper. La révélation de ma richesse et de la ruine réelle de ma mère a ébranlé les fondations fragiles de son propre mariage. Arnaud, son mari, comptait secrètement sur un futur héritage de Bernadette pour éponger ses dettes de jeu. Quand il a su qu'il n'y avait plus rien, pas de maison, pas d'argent, les tensions ont explosé. Ils sont en instance de divorce. Clémence a dû vendre sa propre maison et retourner vivre, devinez ? Dans le petit 2 pièces avec notre mère. J'imagine l'ambiance là-bas. 2 femmes amères, entassées dans 50 mètres carrés, se reprochant mutuellement leur malheur, avec personne d'autre à blâmer qu'elles-mêmes. Et la maison ? Le 24 rue des Vignes ? Je ne l'ai pas vendue. Je ne voulais pas effacer le passé, je voulais le transformer. J'ai fait des travaux. J'ai abattu les murs sombres, j'ai laissé entrer la lumière. J'ai transformé la maison en une colocation pour étudiants en arts boursiers. Aujourd'hui, la maison résonne de rire, de musique, de créativité. Là où ma mère servait du thé en critiquant le monde, des jeunes peignent, sculptent, photographient et rêvent. Je leur loue les chambres à un prix dérisoire. C'est ma façon de faire un doigt d'honneur au passé et de soutenir ceux qui, comme moi, ont des rêves inutiles mais grandioses. L'autre jour, j'ai emmené Lucas et Inès visiter la maison rénovée. Nous sommes entrés dans ce qui était autrefois le salon sacré de Bernadette, maintenant transformé en studio photo commun. Lucas a regardé autour de lui. C'est beaucoup mieux comme ça, maman. Ça ne sent plus le vieux parfum de mamie. Ça sent la liberté. J'ai souri. Il avait raison. J'ai appris une leçon précieuse à travers tout cela, et je veux la partager avec vous. La famille, ce n'est pas le sang. Le sang, c'est juste de la biologie. La famille, ce sont les gens qui vous respectent, qui vous soutiennent, et qui vous aiment pour qui vous êtes, pas pour ce que vous pouvez leur apporter. Pendant des années, j'ai cru que le succès serait ma vengeance. Je pensais que si je devenais riche, elle m'aimerait. J'avais tort. Le succès n'achète pas l'amour des gens toxiques. Il achète seulement la liberté de s'éloigner d'eux. Ma mère a dit que j'étais une ratée. Peut-être qu'aux yeux de son monde étriqué, je le suis. Je n'ai pas suivi les règles. J'ai désobéi. Mais ce soir, je m'endors dans une maison paisible, mes enfants sont heureux et fiers de moi, et je n'ai plus peur de décrocher mon téléphone. Si c'est ça être raté, alors je souhaite à tout le monde de rater sa vie aussi magnifiquement que moi. Et vous ? Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre de votre famille pour vous sauver ? Avez-vous déjà été le raté qui a fini par réussir ? Je veux connaître votre histoire. Écrivez-la dans les commentaires ci-dessous. C'est important de savoir qu'on n'est pas seul. Si cette histoire vous a touché, ou si vous avez simplement aimé voir une mère narcissique recevoir la leçon qu'elle méritait, s'il vous plaît, mettez un j'aime sur cette vidéo. Ça aide énormément la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater la prochaine histoire de vengeance. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, et rappelez-vous, la meilleure vengeance, c'est de vivre heureux et d'être propriétaire de son propre destin. À bientôt.